Bonsoir Fanny, je commence par les dames. Bonsoir Eric. Bonsoir tout le monde. Et je finis par les gens du Bonsoir tout le Sud. monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous dans la boîte pour un interrogatoire qui sera mené par Fanny H. Je ne la présente plus, elle le fera peut-être. Ce que je vous propose, avant tout ça, moi j'ai envie de garder les bonnes vieilles habitudes, et donc on va passer la grosse lumière sur la tête d'Éric Dupuis et lui demander un peu ce qu'il ferait au niveau du portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie, et vous aussi, vous pouvez jouer dans le chat, vous pouvez écrire vos réponses, eux ne voient rien, non, sauf peut-être Fanny, elle voit peut-être, mais ils ne tricheront pas, c'est sûr. Faites-vous plaisir. Eric, je suis ravi de te recevoir, mais si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots, avant de parler de tes livres à toi, évidemment. Sincèrement, à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions pour un livre de chevet, je pense tout de suite, mais alors tout de suite, à Germinal. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ma région d'origine, ce sont les mines, mes grands-parents, mes oncles ont été dans les mines. Et puis en plus de ça, je trouve que c'est tellement de la dramaturgie absolue, cette œuvre, que je trouve que ça me ressemble dans mes écrits. Si un jour j'avais la chance d'avoir une idée aussi lumineuse, je trouve que ça serait un chef-d'œuvre. Voilà. Et au passage, bonsoir Stéphane Chamac qui nous a rejoint, Christophe Tabar qui nous a rejoint, qu'on n'arrête plus, qui est partout dans les salons, ça me fait super plaisir. Salut Sylvie la Polardeuse, vous êtes très très nombreux à nous rejoindre, bienvenue tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Si tu étais un format, parmi tout ce qui existe, le format poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, on vient d'en voir avec le bel jeu qui dit, ou autre chose, carte blanche, tu serais quel format? Alors un format, alors à ce moment-là je sortirais du polar et... j'ai dans l'idée, pourquoi pas, un jour, de revenir peut-être à ma source, parce qu'avant d'écrire, je faisais de la bande dessinée, et j'en ai même présenté une au 18e festival d'Angoulême, dans les années 80, 92 ou 94. Et j'ai adoré le dessin, j'adore toujours, hein, mais j'ai plus le temps. Et je pense qu'un jour, j'y reviendrai, et pourquoi pas ressortir... les bandes dessinées, les réactualiser. Et voilà, j'en avais fait une très sanglante, qui s'appelait Les Croix Sanglantes. Et j'en avais fait une beaucoup plus rigolote, où j'avais fait un gardien de la paix, sous forme de, un peu comme Gaston Lagaffe, c'est-à-dire sous forme de page en une page, avec une petite histoire. Et qui était d'ailleurs, pour la petite histoire, sans répétition, ce qui était diffusé dans les commissariats des Hauts-de-Seine, dans un magazine qui s'appelait Le Gyrophare. Voilà. On va en reparler de ces inspirations avec ton métier, avec plein de choses. Si tu étais une maison d'édition ou une caractéristique d'une maison d'édition qui te tient particulièrement à cœur, tu serais quoi ou qui? Alors ça, c'est très difficile puisque je suis édité par 6 maisons d'édition et toujours édité par 6 maisons d'édition. Donc là, je vais me faire torpiller si j'en Une cite caractéristique. Caractéristique. Qu'est-ce qui te tient à cœur quand tu vas signer un contrat, par exemple? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Et santé, Veggie, merci beaucoup. Salut Muriel. La priorité, c'est la diffusion et c'est le nerf de la guerre et le nœud du problème. Plus on est diffusé, plus on est vu, plus on est lu en tant qu'auteur. Donc j'aurais tendance à dire que une maison d'édition, pour moi, plus elle diffusera, plus elle distribuera, plus on sera vu et lu. Alors Fanny, je te laisse noter, pourquoi autant de maisons d'édition, nous dit Zut Rezut dans les questions, si tu veux, on va y revenir, hein, si vous voulez, parce qu'on va parcourir les livres, évidemment, les sorties récentes d'Eric. Rassurez-vous, si tu étais un rayon dans une librairie, tu nous as parlé des BD, est-ce que ce serait ça? Est-ce que ce serait autre chose? Oui, je combinerais le rayon BD du noir avec le polar juste à côté. Je trouve que ça serait une bonne communion. Comme ça, on pourrait mettre par exemple, pourquoi pas, des enfants, le papa et la maman pourraient venir dans le rayon polar et laisser les enfants juste à côté, en visu, dans le rayon bande dessinée. Ça serait très intéressant. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu ta page? Bon, alors là, je vais tous
vous épater parce que j'adore le marque-page. J'en ai un pratiquement à chaque bouquin. Ou sinon, je l'ai fait faire par Joachim, qui est un artiste de talent et dans le Nord-Pas-de-Calais et qui me fait aussi beaucoup de marque-pages. Et ben moi, figurez-vous que quand je lis, je, je Non. mets toujours une feuille de papier Non. toilette. Voilà. Oh, oh. Ok, team papier toilette. On prend note. Quelle couleur? En général, il est rose. Voilà. Il est parfumé? Et vous, dans le chat, vous avez déjà parfumé. fait ça? Mettre un morceau de papier Voilà, toilette dans vos voilà, livres. Est-ce que tu es seul au monde sur ce coup-là, Eric? Je ne sais pas. Est-ce que pas de ticket de caisse? Eh ben, dites-nous, si tu étais un personnage, alors ça peut être d'un livre ou d'une série ou d'un film ou de tout ce que tu veux, en vérité. Un personnage. Un personnage. Oui. À l'heure actuelle, j'aimerais avoir le t-shirt avec le grand S sur le poitrail et j'aimerais Superman pour pouvoir régler un peu certaines difficultés que rencontrent certains pays et certaines nations. Je pense qu'on aurait besoin d'un bon Superman en ce moment pour régler un peu cette torpeur et ce marasme dans lequel on est en train de plonger. Voilà. Eh ben, on a besoin d'un Superman, là, sur ce coup-là, je suis assez d'accord. Ou plusieurs, éventuellement. Un temps de conjugaison, ça peut être celui que tu utilises ton temps de prédilection ou celui que tu Ouais, serais alors, en tant qu'acteur. pour tout te dire, j'ai voulu sortir un peu du cadre du polar dernièrement. Je me suis arrêté à la 100e page. J'avais essayé en plus non seulement de changer de style, mais aussi de changer le verbe, enfin tout au moins, oui. Et j'avais mis le présent. Et j'avais commencé tout au présent. Et en fait, ben, je me suis perdu dans le présent. C'est fou. Donc, je pense que oui, le passé composé, l'imparfait est quand même. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est moi. Hein, je sais pas. Hein, mais là, je viens de lire un bouquin qui était au présent, et je trouve que l'autrice s'en est très très bien sortie. Et voilà. Donc, je dis pas non. Peut-être que j'y reviendrai. Mhm. D'ailleurs, j'ai abandonné ce thriller psychologique plutôt pour revenir à la source et j'ai recommencé un polar. Voilà. Et c'est important pour un auteur d'essayer des choses, de faire un petit labo comme ça, de se donner des petits défis. T'aimes bien comme ça te mettre des petits défis, des tentatives même si ça mon n'aboutit Dieu. pas, c'est... Oui, parce que je crois que j'ai ça avec l'esprit sportif que j'ai depuis tout gamin. Hein. J'ai commencé le sport, j'avais 5-6 ans. Et j'ai toujours, même là, hein, encore aujourd'hui, j'ai fait une sortie vélo, une sortie VTT, je me suis encore fait un défi. Donc, moi, c'est ça qui me fait avancer. Donc, et je prends l'écriture comme une discipline sportive. C'est-à-dire que j'essaye de monter des marches progressivement, petit à petit. Il y a des gens qui y arrivent des fois en 1 an ou 2 ans, où ils font un coup d'éclat sur un bouquin. Et puis après, il y a les durs au mal. Moi, dans le sport, j'ai toujours été un dur au mal. Et je ne lâcherai pas. Je poursuis mon chemin. Voilà. Et Géraldine qui nous dit « Il vaut mieux un bout de PQ que de corner les pages. » Et là, on est sur un très 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 gros dossier de la C'est boîte. clair. C'est du lourd. On C'est va du pas lourd. relancer le débat, mais un jour, je pense que je ferai une émission que là-dessus. Et on est parti Voilà. pour 4 heures de live, parce que je suis chaud. Si tu étais la musique ou la bande-son de ce parcours dans le monde des livres, et de la bande dessinée éventuellement, tu mettrais quoi comme son à tout ça? Un groupe, un instrument, une chanson en particulier? De nouveau, c'est très libre. Ouais, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce Une que musique pour le j'aime, sport. T'écoutes quoi quand tu fais du sport? bah, rien du tout, en fait. Je suis Ok. très concentré sur ce que je fais. Quand j'écris, je suis très concentré également. Et quand je lis, c'est pareil. Je ne suis pas du tout comme certains. Et quand j'étais hard rock, hein, quand j'étais jeune dans le Nord, j'ai jamais su apprendre et à travailler mes cours comme certains faisaient avec de la musique en bruit de fond. Je n'arrive pas. Il faut vraiment que je sois concentré. J'arrive même pas à lire sur la plage sous le parasol parce qu'il y a trop de bruit autour de moi. Donc, pour l'écriture, c'est pareil. Alors là, pour le coup,
c'est un piège parce que là, je suis piégé. Le chant Je des ne vois cigales, pas. non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On parlait du sud tout à l'heure, bah, ça pourrait. Oui, oui, Et, pourquoi euh, pas? et Oli Oli, je note l'idée parce que j'adore. À quand un bon thriller avec comme titre le corner de page? Je pense que ça pourrait marcher. En mode foutage de gueule ou un peu parodie, il y a moyen de faire quelque chose de fou, mais ça peut être très très drôle, ceci dit. Donc, si vous me chauffez, je pourrais me lancer dans ce genre de truc. Vas-y alors. Non, non, je devais déjà finir l'autre, puis on verra. Si tu étais un signe de ponctuation de notre beau clavier, Alors, j'ai tendance à en mettre de trop et on a tous des tics hein, dans l'écriture. J'adore mettre les 3 petits points. Je ne sais pas pourquoi et j'en mets beaucoup trop. Donc, quand je me corrige, j'en retire et quand je refais mes corrections, parce qu'en général, je relis à peu près 10 à 12 fois avant qu'un livre soit paru, entre mes propres corrections, les bêta-lectrices et après les corrections de l'éditeur. Je relis à peu près entre 10 et 12 fois mon texte. Et j'ai toujours tendance à en retirer encore parce que je trouve que j'exagère. Mais pourtant, je trouve que les 3 petits points veulent dire énormément de choses, en tout cas pour moi, quand je l'écris. Parce que ça laisse supposer plein de choses. l'imagination des lecteurs. Salut Yacine, Oui, 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 bienvenue. oui, oui. Il ne Ça faut fait pas plaisir. toujours tout dire. Bah Il faut non, justement laisser le lecteur s'imaginer un peu vers quoi on veut l'amener. Et c'est pour ça Ouais. que des fois, les 3 petits points laissent sous-entendre quelque chose ou laissent supposer, laissent imaginer quelque chose. Et moi, j'adore ces 3 petits points. Moi, j'aime bien aussi. Ouais. moi aussi, on en met trop parfois. Et c'est marrant parce que tu disais travailler 10-12 fois un texte. J'ai l'impression que c'est ton âme de sportif, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner, il faut refaire les gestes, il faut... voilà, c'est un travail colossal hein, d'écrire un livre. J'ai une petite dernière question comme ça de ce questionnaire. Et puis, Fanny entre en piste pour les questions sur tes livres. Si tu étais un verbe parmi tous ceux qu'il y a dans notre beau Becherel, lequel choisirais-tu? Dormir. Un gros dormeur? Dormir parce que pour la bonne et simple raison que je ne dors pas assez et que mes journées de 24 heures, j'aimerais bien qu'elles fassent 28, 30, 32 heures. Et que dès que j'ai un petit moment, j'essaye de dormir. Mais voilà, mes journées sont trop courtes. Si seulement elles étaient plus longues, ces journées, je suis assez d'accord. Fanny, je vais évidemment te passer la Oui. main. Je reviens tout à la fin hein, pour voir s'il a des projets, Eric. Oui. Hein, on ne sait jamais qui nous disent. Et en Oui. attendant, Oui. je me tais et je te laisse les Nous clés de la avons- boîte. Bon amusement. Et puis moi, je m'occupe de nos amis dans le chat. Et puis je vous fais signe s'il y a des questions. Hein, donc n'hésitez Oui, pas. bah oui, fais comme ça. Impec. Bon, bah, bonsoir, monsieur Éric Dupuis. Ravi de t'avoir dans la boîte. Donc, tu es la première personne que j'ai le plaisir d'interviewer. Donc, voilà. Ah, Donc, moi c'est vrai que j'aime les premières fois. Hein. J'aime ça. c'est vrai que la dernière fois, on s'est vu au salon Noir Charbon de Rimbaudcourt. Ouais. Et tu m'avais taquiné sur le net en me disant tu n'as pas passé beaucoup de temps avec moi, mais c'est vrai que bon, il y a toujours une foule de personnes devant toi. Donc voilà, ce soir, ça y est. C'est bien, tu te rattrapes bien. Voilà. Donc j'ai eu le plaisir de découvrir ton dernier livre, Devoir de mémoire, sorti en septembre 2023 aux éditions Auban. Mhm. Donc si tu pouvais nous le pitcher, nous expliquer un petit peu de quoi ça parle. Alors, en fait, attention, parce que c'est une réédition. Oui. Alors, donc, en fait, c'était donc, il venait dans la série de mon triptyque du Nord, à la suite de ma trilogie Les Uniformes Bleus. C'était mon 5e polar. Mhm. Et ma maman était très malade, elle avait Alzheimer et Parkinson. On était donc dans les années 2016, juste avant qu'elle décède. Elle nous a sorti dans un repas de famille, elle avait comment dirais-je, par moments des moments de lucidité, et elle nous sort un secret de famille. Et bon, nous, on était dévastés parce que on la voyait se dégrader au fil du temps. Des fois, comme je travaillais sur Paris, j'essayais de remonter tous les 15 jours, et en 15 jours de temps, on voyait vraiment, on la voyait vraiment se dégrader.
Ça va très vite des fois. Et en fait, avec ce secret de famille, là, je me suis plongé dans l'écriture parce que je pense que ça m'a fait un bien fou, parce que je ne supportais pas de voir ma maman comme ça et de me sentir impuissant face à cette maladie. Et j'ai imaginé quelqu'un qui aurait tué dans sa jeunesse ou dans sa vie, et qui un jour était atteint de cette maladie, de cette terrible maladie, et qui, par ses états d'humeur et ses crises de démence, venait à se torpiller toute seule en donnant des indices de sa culpabilité. Oui. Voilà, donc je suis parti de ça. Et donc ça se passe en même temps, ça se passe dans la période d'après-guerre. Donc en fait, et donc j'étais pas tout à fait d'accord à l'époque avec l'éditeur quand ils avaient mis ma première couverture avec le sigle nazi, la croix gammée. J'avais trouvé que c'était un peu trop marquant. Oui. Parce que par rapport à l'histoire, c'est pas... Bon, c'est vrai que ça fait référence à cette période, mais en fait, c'est pas le fond du sujet. C'est pas essentiellement basé dessus. Donc voilà, je pense justement que ça nous a porté à préjudice parce que c'était malheureusement Détroit, avec Tu ne dormiras plus, c'est un de ceux qui s'était le moins bien vendu, justement parce que je pense à cause de cette couverture. Ouais. Et là, comme par hasard, depuis que j'ai mis ma bobine oui, voilà, c'est ce que j'allais te poser. Gamin, voilà. Et il y a ma maman. Il y a ma maman qui figure ici et qui figure là. C'est ce que j'allais te poser comme question. Donc, c'est bien toi qui es à l'origine de cette belle première de couverture, avec toi enfant. Bon, ça, je le savais, mais bon, tout le monde ne le sait pas. Donc, ta maman. Et donc, les objets qui sont dessus, alors, ce sont des objets personnels aussi? Tout est personnel parce que c'est moi qui ai fait la photo. Ah, d'accord, c'est chouette. Alors, donc, j'ai retrouvé les photos. Il y a le rasoir à main de mon papa. Ouais. Il y a la montre de mon grand-père, il y a la montre de mon oncle, de deux de mes oncles. Et toutes ces montres-là, ce sont des montres dont certaines ont été au fond des mines, puisque c'était des mineurs de fond. Voilà. D'accord, ok. Oui, donc... Et tu choisis toujours tes couvertures ou c'est exceptionnel pour celle-ci? Alors, j'ai eu la chance avec Kern, j'ai eu l'opportunité de mettre mon fils dans le clan. Oui. Puisqu'il avait été militaire et donc je lui avais demandé de faire la photo. En général, je m'entends pas trop mal avec mes éditeurs. Certains sont plus difficiles et ils préfèrent quand même, en général, nous faire des propositions. Ils aiment pas trop certains éditeurs n'aiment pas trop que l'auteur mette son nez dans les couves. Ça dépend. Voilà, il y a un peu de tout. Il y en a qui disent que on a trop le nez dans notre histoire pour être peut-être trop objectif sur la couverture. Voilà, donc en général, moi j'ai des très bons contacts avec mes éditeurs, hein, donc ça se passe en général très très bien. Hein. Oui, et puis surtout là, je pense que oui, surtout chez Aubin avec Kevin. Ah ben là, oui. Mais même avec Ravé-Anso, ça se passait très très bien. Mais par contre, c'est vrai qu'ils nous demandaient ils nous faisaient des propositions, mais c'était eux qui se chargeaient vraiment des coups. Voilà. D'accord. Donc pour revenir à la maladie, dans Devoir de mémoire, tu parles aussi de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Voilà, c'était la maladie de mon papa, parce que outre la maladie de ma mère, mon père était déjà atteint de cette maladie à l'âge de 38 ans. Ouais. C'était une maladie dégénératrice des muscles. Ouais. Lui qui avait été champion de France militaire de handball, champion de France civile à Billy-Montigny, au carabinier de Billy-Montigny dans le Pas-de-Calais, champion de France en National 1. C'était un grand sportif et malheureusement, à 38 ans, il a été atteint de cette maladie et petit à petit, ça a gagné tous les membres de son corps jusqu'à la fin où il avait ses doigts qui pouvaient plus couper sa viande dans son assiette. Enfin, c'était terrible parce qu'il avait toute sa tête. Il voyait non seulement sa femme se dégrader, mais il voyait aussi son corps se dégrader. C'était terrible. Ouais, donc quand je t'entends parler comme ça, que je revois, je repense à ma lecture et c'est exactement ce que tu décris dedans, quoi. Donc un livre un peu de thérapie quelque part et aussi pour en parler, puisque c'est vrai que la maladie c'est quelque chose on ne parle pas facilement, mais toi tu le fais et je trouve que c'est très bien d'avoir partagé ça avec tes lecteurs. Merci. Donc pour en revenir à la région.
Donc en fait, quand j'ai lu Devoir de mémoire, je me suis dit, Éric Dupuis, la région, les mines, une région meurtrie par la guerre, Ouais. comme d'autres régions bien sûr. On a l'impression que chez toi, donc c'est vrai que le titre Devoir de mémoire, mais on ressent que toi, tu as ça en toi, quoi, ce devoir de transmettre ce qui s'est passé aussi dans la région par rapport à la guerre Oui, ou oui, autre. oui, parce que moi j'ai baigné quand même là-dedans, parce que mes grands-parents ont connu ça. Moi j'ai mes deux grands-pères qui ont fait la baie de la Somme, qui ont fait Verdun, et qui ont Mhm. connu la guerre 14-18. Après j'ai mes oncles qui ont été résistants. J'ai un de mes oncles qui a été prisonnier en Allemagne pendant la guerre 40. Donc moi, enfant, j'ai vraiment baigné dans cette atmosphère de repas de famille où alors ils en parlaient pas beaucoup, il fallait les titiller parce que c'était quand même des taiseux. Mes Mhm. deux grands-pères ont très rarement, moi j'ai un de mes grands-pères qui a quand même été blessé sur ces 5 ans de la guerre 14-18. On dit 14-18, mais en fait il avait fait 5 ans avant d'être démobilisé. Il a été blessé 3 fois sur le terrain et dans les tranchées. Donc ils en parlaient pas beaucoup, mais il fallait les titiller. Mais on sentait quand même que voilà, j'ai baigné dans cette atmosphère, et puis avec mes oncles qui ont été résistants pendant la guerre 40. Oui, oui, je pense que cette région a quand même subi beaucoup, beaucoup pendant ces guerres. Je pense que voilà, quand on est dans le noir et quand on est dans le polar, je pense que justement, on se doit de parler de tout ça, d'évoquer ces périodes et ce qu'a vécu le peuple français, mais aussi les gens dans notre région d'origine. Oui. Oui, parce que donc c'est pas la première fois que tu parles de ta région d'origine, puisque dans Devoir de mémoire, j'ai retrouvé ton personnage principal qui s'appelle, si je ne vais pas me tromper, on dit bien Ivan, hein, c'est ça? Ivan Ivan Kaczmarek. Kaczmarek, c'est ça. Donc on le retrouve dans Devoir de mémoire. Ouais. Donc bon, bien sûr, il a un poste différent, mais donc on retrouve encore dans Aussi noir que le charbon, on retrouve cette noirceur des mines, ces secrets cachés, puisque là, dans Aussi noir que le charbon, ce sont d'autres secrets qui sont évoqués, mais on retrouve encore ces familles d'avant enfin, quoi qu'il en existe encore aujourd'hui, mais on a la parole plus facile. On retrouve encore ces secrets enfouis. Et déjà, on ressentait que tu avais besoin de ressortir tout ça pour en parler, justement. Ouais, 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 ouais. C'était un peu le but. Alors bon, là, sur le titre Devoir de mémoire, il était à double tranchant, puisque Devoir de mémoire, ça rappelle un peu la guerre et ce qu'on ne doit pas oublier, surtout. Mais en même temps, comme ma maman, enfin, je parle de ma maman, mais enfin, on va dire que l'héroïne de ce bouquin est atteinte de cette maladie d'Alzheimer. Mhm. J'ai joué sur le terme mémoire à double tranchant. Voilà. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à Aussi noir que le charbon, déjà, on voit à l'époque que tu avais déjà ça en toi de parler de la région et notamment des secrets de famille qui sont cachés, puisque bon, l'actualité d'Aussi noir que le charbon, c'était quelque chose de très fort, puisque bon, on va pas révéler la finalité du livre, mais quelque chose de très lourd pour la région, bon, qui n'a rien à voir avec la guerre ou quoi que ce soit. Donc c'était une envie chez toi déjà de dénoncer quelque chose? Oui, oui, oui. Je pense quand même que bon, alors bien sûr, on a baigné, on a baigné. Moi, encore une fois, moi j'étais jeune, j'avais 6 ans en 71. Mhm. Et moi, l'affaire de Bruyères-en-Artois a marqué les esprits dans la cour de récréation. On parlait toujours de cette affaire, hein, de cette petite gamine qu'on avait retrouvée. Et c'est cette différence, cette lutte des classes du monde ouvrier, des mineurs et des bourgeois. Euh, je pense que maintenant on doit moins en parler. Mais moi, à mon époque, je l'ai beaucoup subi parce que je l'avais directement. Mes parents étaient instituteurs tous les deux, donc ils étaient loin d'être bourgeois. Mais mes parents avaient une belle maison. Et j'étais avec des enfants qui avaient des moins belles maisons. Et on me le faisait ressentir dans la cour de récréation. Au collège, je me suis battu et battu et battu
parce que justement, j'étais considéré comme un fils de bourgeois, alors que mes parents étaient des simples instituteurs avec des petites payes. Mais voilà, ils avaient réussi à construire une belle maison, et du coup, c'était la jalousie qui vraiment, moi, je l'ai vraiment mal vécu, ça. Ouais, voilà, c'est exactement ce que tu décris dedans. D'un côté, la classe riche et d'un côté, la classe pauvre. Et puis, il y a vraiment ce fossé entre deux, donc, qui existe moins maintenant, c'est sûr, mais que les enfants doivent encore ressentir aujourd'hui. Donc, nous allons passer à la catalane. Attends, j'ai des questions. Ah, Avant, vas-y. sans transition. Mais oui, Vas-y. parce que je vous écoute religieusement, c'est super intéressant, évidemment. Bonjour aussi à toutes les personnes qui nous ont rejoints au passage. Je vous interromps pas pour le dire, mais évidemment, je vous vois, ça me fait évidemment plaisir. Il y avait une question de Raphaël, notamment, qui parlait, alors je vais remettre la couve au passage, sur Devoir de mémoire. Il demandait, est-ce que c'est une réédition avec un texte revu? Est-ce que tu as retravaillé le texte, Eric? Oui, alors bien entendu, il y avait des petites coquilles dans le texte, mais l'histoire en elle-même n'a pas du tout changé. Ça répond à la question? Ça répond très bien à la question. Et les autres, on va les garder pour la fin. J'ai noté 2-3 petites choses, mais tu disais sans transition. Et alors, il y a des gens qui découvrent la boîte avec Chouchou. Ça fait plaisir. Ah bah oui, donc tu es Chouchou, apparemment, pour Clem Miss. Bienvenue Clem Miss, bienvenue dans la boîte. Et apparemment, tu peux continuer à mettre des points de suspension. Tu peux continuer à mettre les points de suspension, ça passe. Tout le monde est ravi. Voilà. Et bien la catalane alors. Voilà, la catalane. Donc, j'ai eu le plaisir aussi de découvrir la catalane, qui est aussi un livre très fort. Et là, tu as choisi de mettre en avant une femme. Et si tu pouvais nous en expliquer un petit peu plus. Alors, vous savez tous que nos charmantes copines et amies du Polar ont créé un groupe qui s'appelle les Louves du Polar. Bien sûr. Et quand elles ont créé ce groupe, j'ai vu plein de commentaires de la part de lectrices, souvent des lectrices, qui disaient « Oh, génial, mais les filles dans le polar, elles, au moins, elles osent tout. » Ah bon? Ah bon? Je dis ah bon? Ah bon? Et j'ai lu et tout, et ça a été repris, et compagnie. Et oui, elles au moins elles vont au fond du problème et tout. Les hommes de temps en temps sont plus ceci, sont plus cela, mais les autrices, elles y vont. Ah bon? Et ben alors, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure en début d'émission. Moi, j'aime les challenges. Et ben, j'ai dit, on va voir un peu si le père Dupuis, il n'est pas capable, lui, d'aller au bout des choses. Voilà. Et donc, j'ai sorti la catalane. Voilà. Et je pense que là, le challenge est bien relevé. Voilà. Donc, si tu pouvais nous expliquer donc un petit peu le pitch, l'histoire, alors, en fait, sans en dire trop. Oui, c'est facile. C'est une jeune fille qui est née donc dans le pays catalan, dans les Pyrénées-Orientales. Elle s'initie au départ au rugby parce qu'elle est assez garçon manqué, mais finalement ça lui convient pas, et elle dérive rapidement sur la boxe, et elle devient championne dans les Pyrénées, championne de boxe. Et naturellement, on va dire, elle aime le côté masculin de la profession de flic, et elle passe son concours de flic. Elle part sur Paris pour faire sa carrière. Elle débute sa carrière là-bas. Alors, elle part sur une mauvaise note quand elle part du pays pour aller à Paris, ce qui fait qu'en fait, elle revient pas. Et elle va attendre 10 ans. Donc, on apprendra pourquoi elle revient pas, alors qu'elle adore son pays et sa région, mais elle revient pas, et elle préfère rester à Paris. Elle s'investit, elle est prise dans sa carrière à Paris, et en même temps dans sa discipline, parce qu'elle continue la boxe à haut niveau, à très haut niveau. Donc elle est dans une machine à laver, et dans un tourbillon entre boulot, sport, haut niveau. Et 10 ans après, elle revient sur ses terres natales.
Et elle pense que justement, ça va lui faire un bien fou de reprendre. Parce que bon, elle a une petite casserole derrière elle. Et elle arrive dans sa région. Mais malheureusement, son retour ne se passe pas trop bien non plus. Parce qu'elle va reprendre contact avec ses amis d'enfance. Et en fait, ben, les gens ont évolué, ont changé en 10 ans, comme elle. Et en plus, elle va être confrontée alors qu'elle n'est pas là du tout pour ça, elle va être confrontée à une affaire criminelle qui est très, 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 très lourde. Donc, Voilà. Éric Dupuis qui s'est mis dans la peau d'une femme. Donc, Oui. comment as-tu fait? Cette Catalane, c'est une femme ou c'est plusieurs, ou ce sont plusieurs femmes? De qui tu t'es inspiré? Comment as-tu fait? Est-ce que tu as fait comme Christophe Dubourg? As-tu mis une perruque Non, non, je ne me suis pas travesti. Non, non. Lui, ça lui va bien. Moi, ça ne m'irait pas, je pense Ouais, pas. lui, ça lui va bien, c'est vrai. Mais bon, après, j'aurais tendance à dire que je pense, sincèrement, que chaque homme a une part de féminité en lui. Moi, la mienne, elle est certainement bien enfouie quelque part. Mais alors bon, je me suis facilité les choses. Hein. J'ai fait une femme qui avait quand même qui a pris une discipline quand même qui est pas rien. C'est quand même pas c'est une discipline quand même assez dure au mal. Donc la boxe, en plus je connais. Donc elle est un peu garçon manqué. Donc un peu beaucoup. Voilà. Donc voilà, j'ai pas cherché non plus la difficulté. Par contre, j'ai mis une petite part. Alors, j'ai découvert ce côté féminin de l'héroïne dans Apache, Ouais. mon polar historique dans la collection de l'Anonyme d'Anvers, paru aux Presses du Midi. Et j'avais apprécié, justement, pareil, elle avait aussi un peu du garçon manqué aussi. Éléonore, elle s'appelait. Et donc, j'avais apprécié me plonger un petit peu du côté féminin. Et là, j'ai pris plaisir. J'avais fait une nouvelle avec une certaine Vic dans un recueil de nouvelles où je combattais justement les violences faites aux femmes. Mm-hmm. Et ça m'avait donné l'idée déjà de ce personnage un peu... voilà. Rentre dedans, quoi. Ouais. Et puis, je pense que pour combattre la violence faite aux femmes, rien de tel que d'être plus violent qu'eux. Voilà. Ça, c'est mon principe, la loi de Talion. Voilà. Donc, pour cette Catalane, donc, beaucoup de tes lecteurs qui te suivent savent que tu es un très grand spécialiste du Krav Maga. Donc, c'est pour ça qu'on fait soft pour l'interrogatoire, parce que bon, sachant ce que tu fais comme sport, on n'a pas à prendre de risques. Tu joues pas la pétanque? Moi, je crois que c'était la pétanque. Non, mais non, on s'est trompé. Hein. Nos sources sont nulles. Hein. Nulles. Non, mais les jeux de boules, c'est plutôt David Coulon, Jérémy Bouquin. C'est pas moi, ça. Donc, est-ce que quand tu es en plein championnat, on appelle ça des championnats, c'est ça Oui, il y a des championnats maintenant. Voilà. Oui. Ou même tes entraînements, etc. Est-ce que je me suis dit que pour écrire la Catalane, est-ce que tu t'es inspiré aussi de tes expériences sportives ou de l'expérience d'une femme que tu connaissais aussi Oui. Et comment tu fais? Parce que si tu es en plein championnat et que tu as une idée qui surgit, comment tu fais pour la noter? Est-ce que tu t'arranges pour la noter assez vite dans ton téléphone ou... Oui, alors voilà, c'est exactement ce que je fais. La plupart du temps, je note. Alors, j'interdis les portables à mes arbitres parce que je suis responsable national de l'arbitrage et de la formation des arbitres. Donc, je ne vais pas montrer le mauvais exemple. Bah oui. Mais quand il m'arrive des idées comme ça, bon, en plein championnat, ça m'arrive rarement parce que je suis tellement concentré sur la compétition que c'est pas possible. Mais par exemple, quand je conduis, je traverse la France en voiture. J'ai plein d'idées. Dès que j'ai un moment, je note ça sur le portable. Ou sinon, j'ai un cahier où j'aime bien écrire. J'aime bien écrire des notes aussi, manuellement. J'aime ça aussi. Voilà. Alors après, oui, bien sûr, le personnage, on a eu une championne, nous, de boxe dans les Hauts-de-Seine, qui a été championne de boxe et qui était fonctionnaire de police.
On a eu une championne également dans les Pyrénées-Orientales. Donc tout ça m'a donné justement l'envie aussi de mettre en avant ces femmes qui font une discipline très dure. Le haut niveau est déjà très dur, mais en plus de ça, s'imposer dans un monde très masculin, parce que la boxe, surtout la boxe anglaise, est très fondamentalement masculine. Je trouve que justement, ces femmes se sont vraiment inscrites dans ce registre, et c'est bien parce qu'elles ont montré qu'elles pouvaient justement attirer le public et être aussi bonnes que des hommes dans les rings. Et ça fait plaisir. Tout à fait. Donc, moi, je vais en avoir bientôt fini, Fred, avec l'interrogatoire. Donc, je pense qu'il y a des questions. Oui. Je voulais juste la voix du chat dans quelques instants. Alors, je voulais juste préciser une chose. Comme on a reparlé de la réédition de celui-là, il y a la réédition de celui-là également qui a été fait, c'est-à-dire mon matricule de sang, qui s'appelait à l'origine Tueur de flics, qui était mon 3e bouquin, le 3e de la trilogie des uniformes bleus. Donc il y a Flic, Frère d'armes, et maintenant Matricule de sang, dont la fin a été un peu remaniée pour répondre à la question du tout à l'heure, contrairement à l'autre, parce que justement pour coller avec le titre, il fallait remanier un petit peu la fin, mais en fait c'est la même histoire également. Voilà. J'en ai encore un ou deux de toi dans ma petite palle. Non, elle n'est pas petite, mais bon. Oui. Donc juste je vais terminer en vitesse et après je vais laisser Fred avec les questions du chat. Donc du chat. Pardon. On va te retrouver donc prochainement le 5 décembre chez Coralie à la Bonne Franquette à Marquilly dans le nord de la France. Donc je voulais faire une petite pub pour Coralie. Et ensuite, où t'es ensuite, vous me verrez juste après, parce que je viens pendant une semaine dans le nord. Le 9, je serai au salon Noir Charbon à Rimbaudcourt chez Chouchou. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais avant ça, il y a des gens qui vont même me voir du côté de Perpignan, parce que j'ai dans le Fenouillet, j'ai un salon du chocolat aussi à Sainte-Marie-la-Mer les 28 et 29 octobre la semaine prochaine. C'est sympa ça. À Saint-Paul-de-Fenouillet le 4 novembre, et du côté de Toulouse, à l'Avignonnais le 26 novembre. Bravo. Que de rendez-vous. Et alors, Clémis, elle se prépare, parce qu'un jour, elle sera dans la boîte aussi. Je sais pas, c'est une impression comme ça, je pense. Et apparemment, tu t'es inspiré de cette personne pour la catalane, avec plein de bonhommes qui rient. Donc, à mon avis, joke. Il y avait une question, enfin, il y en avait plein. Je vais vous résumer tout ça, mais il y avait notamment une question. Tu parles des rééditions de tes livres. Pourquoi autant de maisons d'édition demandait Zut tout à l'heure? Ah, alors, tout simplement parce que une maison nationale, c'est pas toujours facile de pouvoir être édité par une maison nationale. En fait, moi, j'ai eu la chance d'être édité par une maison dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai eu ma première trilogie qui a été reprise par une maison d'édition en Bretagne, c'est Noir Édition. Aubagne Édition, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Et maintenant, je suis dans les Pyrénées, donc j'ai 3 polars qui sont chez Kern et qui sont plutôt pyrénéens. J'ai Apache qui a été aux Presses du Midi, qui est dans le Var. Donc je pense que voilà, j'ai Afid qui est du côté de Lyon, qui m'a fait le petit manuel de criminalistique. J'ai Bob de Coster qui m'a fait un recueil qui s'appelle Mi-Démon, qui est du côté de Dunkerque. Donc je pense que justement le fait d'avoir plusieurs maisons d'édition régionales peut pallier justement au fait de ne pas être national. Parce que comme ça, on est quand même aux 4 coins de France. Et des fois, un bon régional, une bonne maison d'édition régionale qui fait un super boulot dans sa région, si vous le multipliez par 4 ou par 5, vous êtes peut-être mieux que chez un national qui fait juste un boulot de diffusion. J'ai été clair ou... Limpide. On t'écoute. Alors, question de Géraldine qui demandait, est-ce que tu as envie d'écrire pour la jeunesse ou young adulte à l'occasion? Est-ce que tu aurais ça comme projet? Pas pour le moment. Sincèrement, j'ai une... Alors, il y a des lecteurs et des lectrices qui ont des pales. Moi, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais j'ai pratiquement 5 polars dont la trame et le squelette est fait de A à Z, avec le début, la chute, le déroulement. Tout est noir sur blanc sur un bouquin.
Et j'ai déjà 2 polars qui sont en attente d'être édités. Donc, pour l'instant, sincèrement. Et puis, il faut savoir s'adapter avec le dialogue pour les enfants. J'ai enseigné aux enfants, j'ai enseigné aux bébés, j'ai enseigné aux enfants, j'ai enseigné aux ados. Je pense que écrire pour eux, moi, je pense que ça doit être compliqué. Donc, pour l'instant, je le sens pas. Voilà. On me l'a proposé, mais je le sens pas. Et donc beaucoup de projets, il y a Rimbaudcourt avec Noir Charbon, plein de salons, tu l'as dit, plein de livres qui sont un peu partout comme ça dans la nature, prêts à sortir et à prendre leur envol. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Le temps file quand on est en de très bonnes compagnies comme ça. Je vois Clarence qui nous rejoint dans les coulisses. Eric, je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte que tu as honoré de ta présence. Oui, moi j'ai été très honoré d'être là. En plus, on me le propose souvent avec les blogueuses de faire des vidéos, tout ça. Je suis pas trop, en plus c'est pas trop ma came. Mais là, je trouve que voilà, j'aimais bien le concept. J'ai dit oui tout de suite. On a été gentils. Et je ne regrette rien du tout. C'était très sympathique, très chaleureux, très intimiste aussi. Et c'est ce que j'aime. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans la soirée. Merci à toi. Et je vous remercie tous. Et je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt. On va se croiser très vite sur les salons et les dédicaces. À très bientôt. Et donc n'hésitez pas, pour toutes les autres questions qu'on n'a pas pu aborder, vous devez aller voir Éric Dupuis dans les salons et vous lui demandez directement, obligé, mais ce sera pas du temps perdu, croyez-moi, c'est passionnant de discuter avec lui et puis de lire ses livres aussi, tant qu'à faire. Fanny, ton petit mot de la fin aussi, une première avant d'accueillir Clarence Pitts pour cet excellent livre, Les Enfants du Serpent. J'ai plein de questions, Clarence. T'es pas prête? Je me suis bien amusée. Enfin, j'ai passé un très bon moment. Bon, c'est vrai qu'avec Eric, on se connaît déjà, donc ça a facilité l'interview. Mais je reviendrai. Si tu veux de moi, je reviendrai. C'est gentil. Écoute, ce sont les gens qui nous écoutent qui vont décider. Moi, j'ai passé un très très bon moment avec vous, mais j'adore voir d'autres manières de poser des questions, d'autres manières de discuter. On était, comme l'a dit Eric, c'est intimiste, bienveillant, et ça fait du bien dans le monde bizarre où il n'y a pas Superman, mais il y a Éric Dupuis, donc foncez sur ces